allons parler d'une autre version contemporaine du monde arabe, mais esthétique, littéraire, architecturale, très littéraire, qui a oublié les grandes expéditions, les voyages, les photographies, les récits d'Anne-Marie Schwarzenbach, de Nicolas Bouvier, le mythe de la route de la soie, ce qui nous a fait rêver, Victor Ségalen en Chine. Et puis on en revient à une réalité aujourd'hui où, sur la couverture du livre de Mathias, on a ces ruines qui aujourd'hui tombent au fur et à mesure avec une histoire, une mémoire et un scandale. Enfin, on est en souffrance aussi parce qu'il y a une partie de notre histoire qui est liée à ce patrimoine, comme vous allez le comprendre et comme nos invités vont l'expliquer. Leïla Dakli, Leïla chercheuse, c'est une tête chercheuse au CNRS. On dit chercheuse maintenant. Sur la 4e couverture, c'est marqué chercheuse. Comme les auteurs. Bon, on peut discuter. Du coup, il y a aussi chercheur qui est une autre école, mais mon éditeur n'a pas souhaité suivre cette école. Ah bon. À la découverte. Histoire du Proche-Orient contemporain. Ah oui, je vous montre quand même la couverture. Petit livre vif, incisif, qui est une sorte d'écho au livre de Mathias Sénard. Parce que les ponts entre les deux sont évidents, entre l'Est et l'Ouest, dirons-nous, entre l'Occident et l'Orient. L'Orient qui a pu être fasciné et façonné aussi par l'Occident. Leïla qui est historienne du monde arabe contemporain et qui est un papa tunisien, donc il y a eu plein de messages pour la féliciter. Du prix Nobel de la paix attribué, on l'a évoqué tout à l'heure, au quatuor tunisien. Et ça c'est pas uniquement une symbolique, c'est une réalité, mais vous pourrez en dire quelques mots. Et puis Mathias Sénard, Boussole, je ne peux pas dire je vous le conseille, je vous l'impose. Alors effectivement, quand on est sur la liste du Goncourt, d'un seul coup, il y a des crispations, surtout sur la dernière ligne droite. Mais j'ai rarement vu un ouvrage d'une telle teneur, d'une telle densité, avec un tel référencement, avec de telles couleurs. Des couleurs qui sont un peu aussi comme la couverture. Entre chien et loup, on est dans un univers avec une atmosphère. On pourrait presque le lire à la bougie. D'ailleurs, moi, je l'ai lu en écoutant des références musicales, entre autres Félicien David, que je n'avais pas écouté, que je ne connaissais pas. Écouter les compositions de Félicien David pour comprendre l'influence de l'Orient sur une musique occidentale, on va le dire comme cela, et sur la musique du 19e et du 20e siècle. C'est assez étonnant, assez renversant de qualité d'imaginaire et de force de création. Enfin voilà, que dire d'autre si, hier je faisais référence en croisant Mathias, disant, il fait référence à cette interrogation d'Heinrich Heine qui dit que peut-on dire de l'Orient une fois qu'on l'a connu, que peut-on dire de Boussole une fois qu'on l'a lu. Il y a tellement de choses à dire. L'orientalisme, ça veut dire quelque chose chez vous, Mathias? Bonsoir. Effectivement, alors, ça veut dire beaucoup de choses. C'est justement un mot extraordinairement complexe pour ce qu'il recoupe d'histoire, de représentation, de fiction, de production culturelle. C'est un mot aussi qui a une évolution historique, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire du tout la même chose aujourd'hui que ce que ça pouvait signifier au milieu du 19e, par exemple. Ça, c'est un mot qui s'est chargé, un mot qui a été aussi exploré, fouillé par des chercheurs depuis les années 70. Et donc, c'est un de ces concepts qui sont des carrefours, des rencontres, et aussi un peu il y a des vagues un peu contraires, parfois des écueils qui s'y frappent les uns contre les autres. Donc c'est en même temps pour un romancier comme moi ou pour une chercheuse comme Leïla, je pense que c'est un puits dans lequel on peut creuser et où on peut trouver énormément de récits et de rencontres, hein, dans mon cas, et aussi de grandes interrogations sur
le monde contemporain et ce qu'est devenu cet orientalisme, ou ce qu'il a eu comme contexte épistémologique, et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour Leïla. Donc c'est à la fois un objet d'étude, et puis aussi, dans mon cas, un lieu de réflexion entre esthétique et historique. Oui, à propos de l'orientalisme, Leïla, qu'est-ce que ça signifie pour l'historienne que vous êtes ? Alors Mathias a en partie répondu également pour moi. L'orientalisme, c'est même un vieux débat entre nous, est à prendre toujours en même temps à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs très justement fait dans le travail de Mathias, c'est-à-dire qu'il n'isole pas la posture orientaliste personnelle, enfin l'élan presque orientaliste qui est au centre de son travail, de l'érudition savante orientaliste, ni même de ce niveau politique. Il y a un moment où tu écris, je crois, c'est quoi, les missionnaires c'est le thème et les orientalistes c'est la version. Il y a quelque chose sur cette idée du travail savant qui est quand même là aussi pour fourbir des armes, pour donner des outils à une politique, qu'elle soit celle des missionnaires ou celle des colonisateurs, ou même aujourd'hui, qu'elle soit celle qui tente de donner des arguments ou de donner à voir des analyses pour intervenir, ne pas intervenir, agir, ne pas agir dans le monde oriental contemporain. Il y a un amour impossible dans Boussole, c'est un amour impossible entre l'Est et l'Ouest, parce qu'il y a quand même des limites, on le voit aujourd'hui. Non, moi je crois pas que ce soit un amour impossible. Justement, d'ailleurs, voilà, je vais vous le dire, le livre finit bien, en fait. Non, justement, j'essaie plutôt de me battre contre ça. Alors effectivement, il y a des difficultés, mais quand on s'intéresse plutôt au point de passage, au point de connexion, qu'on regarde plutôt la moitié pleine du verre plutôt que le vide, d'ailleurs on ne peut pas regarder, un peu une image. On se rend compte à quel point on peut construire aussi sur ces passages, sur ces points communs, sur ces histoires d'aller-retour, ces petites rivières qui irriguent nos histoires communes. Comment est-ce qu'on peut aussi construire une histoire en connexion, ou plus ou moins à parts égales, pour parler comme Romain Bertrand? Est-ce que ça c'est vraiment possible? En tout cas, on peut l'essayer. On peut faire que les discours scientifiques ne donnent pas uniquement des armes comme ils le faisaient autrefois, aux colonisateurs, disons à la partie de domination, mais aussi à une chose plus réconciliée, une relation beaucoup plus égalitaire, pour revenir un peu à ce qui se joue justement dans le contemporain, et qui est à mon avis crucial aujourd'hui. Plus égalitaire, mais beaucoup plus exigeante. Il y a quelque chose que je trouve très fort dans ce travail que tu fais sur l'orientalisme, parce que pour le coup il y a quand même aussi un travail, c'est un roman, mais c'est le niveau d'exigence dans la complexité de ces relations. C'est-à-dire que pour commencer par ce narrateur qui écrit ici en français, mais qui en fait est un locuteur allemand, et donc Franz, il est musicologue, et nous oui, sommes alors à Vienne. On sent dans le texte à plein de moments qu'en fait il ne devrait pas parler en français, enfin il parle en allemand, et donc il est en contact. On se demande souvent d'ailleurs dans quelle langue il est en train de parler avec les différentes personnes qu'il rencontre. Et puis il y a cette quête qui est quand même une quête extrêmement douloureuse de Sarah, jusqu'à ce qu'elle puisse envisager de revenir vers autre chose, et qui passe par des métamorphoses, des vrais changements de peau. C'est très exigeant. C'est pas simplement faire autrement et passer par le bas, c'est faire un vrai travail. Alors, ce qui est vrai, c'est que, comme j'ai essayé un peu de le dessiner tout à l'heure, bien sûr, ce sont des sujets complexes. Et ces relations entre l'Europe et le Moyen-Orient, entre soi et l'autre, entre la chrétienté et l'islam, sur tous les plans, c'est pas des choses simples. C'est pas justement, c'est un prisme très complexe qui varie selon le temps. Et aujourd'hui, on a un peu tendance
à essayer de réduire les choses à un tweet, quoi. Or, ces récits-là ne sont pas tweetables. On ne peut pas en faire juste 128 signes. Il faut quand même essayer d'en montrer. Combien Et encore, ça c'est juste une J'ai ébauche pas de compté ce que les le livre pages. aurait pu être. 378 pages. Oui, Ça a tweeté, ce qui est assez bref, finalement. Mais justement, ça c'est un peu c'est un roman, donc c'est un roman d'amour, et ce serait un peu disons, la partie émergée d'un grand iceberg de recherche qu'il y a aussi sous le livre, qui sont un peu tout le travail de chercheurs qui ont aussi nourri le Boussole dans son écriture. Et oui, le truc qui définirait peut-être mieux, c'est un roman d'amour scientifique, un roman où il y a une certaine érotique du savoir. Voilà. Aussi le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir, le plaisir de se laisser bercer justement par ces grands flots de connaissances qui ont irrigué dans un sens ou dans l'autre nos histoires communes. Mais je ne veux pas être pessimiste, mais malgré tout, vous le dites, vous qui avez, vous traversez différents pays, on vous retrouve, Franz et Sarah à Palmyre, passant une nuit à Belle Étoile à Palmyre, on imagine, à côté de ce patrimoine. On vous voit en Syrie, à Damas aussi, Palmyre et Damas, ou Alep, l'hôtel, il y a le fameux hôtel Baron, comment Baron, parce qu'il est chargé d'histoire. Et les journalistes ou les intellectuels qui séjournent encore à ce moment-là à l'hôtel Baron sont quand même au milieu d'une dictature, mais vivent assez confortablement. Ils sont bien conscients quand même d'une réalité qui leur échappe. Oui, bien sûr. C'est sûr que c'était une des contradictions de la Syrie de Hafez el-Assad, qui était, on savait qu'on était dans un régime d'une dictature atroce, un pays dominé par la peur de la prison, la peur de la torture, la peur de la délation, que les informateurs étaient partout, et que c'était un régime extraordinairement sanguinaire vis-à-vis de sa population, et en même temps qui laissait aux étrangers une liberté assez considérable. Et et encore nous, jeunes chercheurs, on avait conscience de cela. Mais beaucoup des touristes qui visitaient la Syrie à l'époque repartaient en se disant bon, finalement, oui, effectivement, on vit pas trop mal en Syrie, sans se rendre compte de tout ce qu'il pouvait y avoir d'extraordinairement cruel sous cette espèce de paix glacée qui tenait le pays. Et aujourd'hui, c'est pire encore, bien sûr. C'est plus possible, le voyage n'est plus possible. Ou dans les pires conditions, tout est en ruine. Oui, bien sûr. La Syrie d'aujourd'hui, c'est un champ de ruines. Enfin, Homs est complètement détruite, il n'en reste rien. Alep est aussi dans un état terrifiant. Surtout, la moitié des Syriens sont morts ou en exil. Donc, c'est une catastrophe d'une magnitude absolument incroyable. Mais ce que j'essaie de raconter aussi un peu, c'est que dans les années 90, on ne pouvait pas imaginer cela. Même s'il y avait des scénarios, justement, de politologues ou de chercheurs qui disaient « Attention, ce pays peut imploser un jour, ou en tout cas peut retrouver une guerre civile 10 fois plus importante que celle du début des années 80, en tout cas des massacres du début des années 80 ». On avait un peu du mal à l'imaginer quand même. C'était presque inimaginable. D'abord parce que la guerre est toujours inimaginable, jusqu'au moment où elle survient, et elle survient avec une facilité absolument déconcertante. C'est-à-dire que quand on a les premières manifestations à Daraa, que dans le sud de la Syrie, et que l'armée commence à tirer sur la foule, on ne peut pas imaginer que 6 mois plus tard, la moitié du pays sera les armes à la main contre l'armée de Bachar el-Assad. C'est-à-dire que tout ça vient avec une soudaineté quand même assez stupéfiante, en tout cas pour l'observateur extérieur que je peux être. Je pense que Léla est dans mon cas aussi. Et donc pour moi,
Oui, il y a Palmyre dans Boussole. J'avais terminé le livre quand, bien sûr, depuis quelques mois, avant que l'État islamique en Syrie et au Levant ne prenne Palmyre et donc ne commence à assassiner le directeur des antiquités et à détruire les monuments. Et oui, le livre est un peu aussi, et mes souvenirs sont un peu aussi rattrapés par la violence qui détruit petit à petit encore plus ce pays. Et ce qui est absolument peut-être encore plus terrifiant et douloureux, c'est qu'on a la sensation que c'est dans une absolue impunité. C'est-à-dire que ce soit moi comme citoyen ou même la France comme État ou l'Europe comme union d'États n'y peut absolument rien. On aimerait voir un peu une politique courageuse en place, mais on a même du mal à imaginer laquelle. Voilà. Et c'est ça un peu qui est absolument désespérant. Et surtout, depuis 15 jours, l'intervention russe et quelles vont être ses suites. Et l'intervention française aussi. Oui, mais l'intervention française, finalement, je pense on pourrait en discuter, je ne sais pas exactement quelle cible ils visent, mais je sais qu'ils sont plutôt au nord, c'est-à-dire qui justement pour éviter de rencontrer les Russes en plein ciel, ils visent des cibles plutôt en Irak, plutôt près de la frontière irakienne ou dans le nord-est de la Syrie. Mais voilà, là, il y a un pas qui a été franchi, c'est-à-dire qu'il y a une armée étrangère qui a mis d'énormes moyens, au moins pendant quelques temps, pas du tout pour combattre Daesh, mais pour renforcer Bachar el-Assad, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, j'en viens à Boussole dans le fond. Le sentiment que j'ai eu, le romantisme est lié aux couleurs, je disais, l'atmosphère. Il y a certainement Vienne, la nuit, Franz malade, réveillé par monsieur Hergruber et son chien qui scande un petit peu les heures, Franz qui trouve difficilement son sommeil, qui se remémore ses séjours, qui se remémore Sarah, cet amour, cette tentation de l'Orient aussi. Et je me dis, aujourd'hui, le voyage étant impossible, avec la destruction, avec la fermeture, finalement, l'image en couleur passe en sépia, et nous sommes dans soit une nostalgie, soit une mélancolie. Alors je ne sais pas, essayer de nuancer les deux, c'est toujours difficile. Alors si, on peut quand même faire une différence entre les deux termes. Hein. La mélancolie, c'est plutôt le sentiment du temps qui passe, c'est-à-dire le sentiment dans un instant de conscience, de s'apercevoir que tout n'est que finitude, et d'en ressentir justement ce sentiment qui est la mélancolie, que les Grecs appelaient l'humeur noire. Ça vient du grec, mélancholia, c'est l'humeur noire, qu'on retrouve d'ailleurs, c'est assez drôle, dans des versions arabes, turques, et même, je pense, portugaises aussi. Et donc cette mélancolie, c'est aussi un moment de réflexion, c'est-à-dire qu'on sent le passage de ce temps dans une humeur qui est un mélange de tristesse par rapport à cette finitude. Et la nostalgie, c'est en revanche ce que les Arabes ont un très beau mot pour la nostalgie, c'est la ghurba. C'est ce sentiment d'éloignement qui est le contraire de l'Orient. Voilà. Qui est le sentiment d'éloignement qu'on peut avoir par rapport à un moment passé ou par rapport à un lieu. Et cet éloignement douloureux, en fait, c'est ça la nostalgie. C'est j'aimerais retrouver, soit dans le passé, soit dans le futur, un endroit ou un moment que j'ai connu. Et j'en ressens ce sentiment de manque qui est la nostalgie. Et c'est vrai que je suis à la fois mélancolique quand je pense à la destruction et nostalgique de ce que j'ai vécu et que les Syriens ont pu vivre aussi, ce qui est tout simplement une maison, une famille, des endroits qui aujourd'hui sont détruits. On a du mal à imaginer d'ici l'ampleur de la tragédie quand même. Hein. Ce sont des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés
catastrophe absolue. Leïla évoque l'évolution au XXe siècle, les prémices de constitution, des nouveaux mouvements de libération, la Renaissance dont on a parlé tout à l'heure, la Narda, cette Renaissance qui va provoquer des mouvements de libération, d'expression, de pensée, qui sont le propre des prémices de la démocratie. Est-ce que l'Occident, effectivement, cet Occident qui naît sur cette place Carrefour de Vienne, qui est la porte de l'Orient, comme le présente Mathias, est-ce que cet Occident a été à l'origine de cette Renaissance? Est-ce que l'Occident aurait pu entretenir, comme il le fait peut-être aujourd'hui avec la Tunisie en l'honorant avec un prix Nobel de la paix, pourrait entretenir un lien favorisant l'émancipation des peuples? Une question difficile. Alors, pour répondre à cette question, il faut que je revienne à ce que je disais sur l'exigence. De fait, alors, si je veux répondre rapidement, et je ne serai pas optimiste, l'Occident ne pouvait absolument pas être l'artisan de ça, puisqu'il en était en partie. Il a plutôt été l'artisan de, disons, je dirais pas de la destruction, mais du renversement de cet élan, ou de l'arrêt de cet élan, qui est un élan effectivement constitutionnaliste. Pourtant, c'est lui qui en a fourni la matière. En partie, mais si vous lisez bien Bourdieu, vous comprendrez que les choses vont jamais que dans un sens. Donc l'élaboration d'une partie des idées émancipatrices européennes sont puisées dans une science elle-même orientale, que ce creuset, il n'est jamais innovant. À un certain moment, disons que certains se sentent devoir être les possesseurs d'un certain nombre de choses. Alors effectivement, le prix Nobel en est un des éléments. On décerne. Moi, je suis assez contente que ces instances aient eu le prix Nobel, mais il faudrait veiller à ne pas l'interpréter comme ça, ou précisément à trouver le moyen de l'interpréter autrement et de dire que s'élabore aujourd'hui en Tunisie quelque chose qui est élaboré par les Tunisiens et qu'il sera, j'espère, ressaisi et réapproprié par d'autres, aussi bien en Europe qu'ailleurs. On peut aussi prendre les choses dans ce sens-là et se dire que éveiller l'attention sur ce qui se passe dans cette partie du monde, c'est aussi en faire un lieu de création et d'élaboration possible d'alternatives pour d'autres sociétés et d'autres lieux. Et c'est le cas aussi de ce qui se passe pendant la Narda et pendant toute la période qui la suit, disons, jusqu'au mandat, et même sous domination, disons, européenne. Ce sont des élaborations qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne le dit lorsqu'on parle simplement d'emprunt ou de transfert, etc. Je pense que vraiment, il faut veiller à toujours garder. Si on prend juste des exemples, il y en a dans le livre beaucoup dans le sens des orientalistes et surtout des femmes qui vivent des parcours à la fois de quête de savoir et de quête de vie différentes en Orient, à la recherche d'une liberté qu'elles vont trouver en Orient. On pourrait avoir l'inverse. On a Avrani à Paris, on a énormément de figures, et il est question de Chédière aussi dans le livre, de figures orientales cette fois qui vont chercher quelque chose ailleurs dans le monde et qui en font quelque chose qui s'approprie dans leur langue, dans leur culture. Et après, disons le chemin de ces idées, de ces parcours humains, ça laisse des traces, parfois c'est détruit, et parfois, au contraire, ça continue à faire des sillons. La boussole a perdu le nord. Oh, qu'est-ce que j'aime cette boussole qu'indique l'Est. Ça me plaît énormément, cette boussole truquée. Non, mais j'aime l'idée qu'elle soit truquée, cette boussole. Ça me plaît énormément, cette idée de mettre une forme d'artifice au cœur de tout ça aussi, parce que Mathias, tu parlais de l'érotique, mais il y a aussi tout un jeu. Il y a du jeu il y a du jeu et de la joie dans le plaisir d'apprendre, mais d'apprendre aussi des choses étranges, des choses qui font peur. Ça ressemble parfois à des univers d'enfants. Ce couple, Franz Sarah, il se fait peur. Il n'arrête pas de se faire peur, et en même temps, il joue avec un désir réciproque qui ne se dit pas toujours. Il y a quelque chose de... Enfin, en tout cas, moi, alors la boussole, elle est récurrente dans le livre. Elle a un certain nombre d'incarnations, mais celle sur laquelle moi je me suis arrêtée, c'est celle-ci. Elle me plaît parce qu'elle dit vraiment quelque chose de ces relations aussi, disons en temps de paix, qui sont des relations de taquinage comme ça, de petits jeux.
Alors, j'ai appris quand même, parce qu'il y a le bon côté évidemment des échanges et des ponts, et puis il y a le mauvais côté. Dans Boussole, je découvre que Gobineau va chercher des motifs de théorie raciale pro-aryenne en Orient. Oui, bien sûr, il faut bien que tout ça ait un... Alors Gobineau est un peu à la source de cette longue histoire de scientifique de l'arianité. En tout cas, il en est au début. Et il va en Iran. Et donc, il découvre la réalité iranienne. Et ça conforte sa théorie sur qu'il y a une communauté en fait de cette race aryenne qu'il juge dans son traité sur l'inégalité entre les races, sur justement comme étant une des races supérieures. Bon. Ce qui est assez amusant, c'est que pour lui, le comble de la race supérieure, c'est la noblesse française. Ça, évidemment, par la suite, les Allemands en étaient bien maris et ils ont été obligés de changer un peu cette théorie, ce qui montre bien que chacun voit un peu sa race supérieure là où ça l'arrange. Et Gobineau, à part ça, c'est un auteur quand même, et c'est toujours l'ambiguïté de cette fin du 19e siècle, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, épistémologiquement, sont dans le faux et développent des théories et des modèles théoriques qui sont tout de suite réfutables, mais qui en même temps vont avoir une grande fortune dans la propagande, et qui par ailleurs peuvent être des auteurs, des écrivains intéressants. Et je raconte, si vous lisez un livre, vous verrez l'anecdote assez amusante sur l'héritage de Gobineau, dont personne ne sait trop quoi faire, et qui a été qui est toujours à Strasbourg, mais qui maintenant n'est plus tellement exposé dans le musée de la fac de Strasbourg, parce que c'est quand même un passé un peu encombrant. Alors, et à l'inverse, donc, échange Est-Ouest, on va dire comme cela, je cite Leïla. Alors, c'est le cas de Saty al-Husri, c'est ça ? Moi, je prononce moins bien que vous. L'intellectuel syrien-irakien s'est appuyé sur les écrits de Herder et de Fichte pour démontrer l'homogénéité ethnique et culturelle de la nation arabe. Il espère un 1871 arabe unifiant les territoires sous un seul drapeau. Et d'autres, selon le témoignage de Sami al-Joundi, font référence à des penseurs nazis. Vous êtes surpris. Oui, alors c'est ce que je disais, le pot Gobineau commun d'un de côté, l'élaboration. les nazis de l'autre. Enfin, dans le va-et-vient. C'est juste que c'est un monde commun, c'est-à-dire que les questions qui travaillent ces intellectuels du milieu du 19e, printemps des peuples, etc., jusqu'au milieu du 20e siècle, c'est des questions liées à la nation, effectivement au peuple avec des pluriels, alors sous la forme de la classification, de la hiérarchisation éventuelle, mais aussi des sciences humaines et de la compréhension de ce que c'est que des sociétés humaines sur le plan scientifique, et puis après sur le plan politique, de l'application de ces idées, de l'utilisation éventuelle de ces idées à des fins politiques. Alors dans le cas de la nation irakienne, c'est trouver une cohérence à cet ensemble-là, dans ces frontières-là, penser et donner une rationalité à la nation arabe, alors là en l'occurrence sous sa forme étendue. Il s'appuie, comme d'autres, sur les théoriciens du nationalisme, disons les plus communs, les plus connus, et ceux qu'ils veulent s'approprier. Et là, c'est effectivement l'école allemande qui les aide le plus, parce qu'elle est... Mais avec des théories nazies ou pré-nazies, on va le dire comme ça. Alors là, dans mon livre, il y a tout un encadré sur la question de la manière dont le nazisme, les rapports entre le nazisme et le Proche-Orient. Hein. Donc, il y a effectivement eu un certain nombre de penseurs qui se sont intéressés au nazisme, et ça, on le voit dans les journaux dans les années 30 dans la région, comme une curiosité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette idéologie ? Et ça, c'était aussi le cas ailleurs. Après, le débat qui existe aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a eu alliance éventuelle d'un certain nombre de ces
politique arabe avec les nazis. En réalité, si on regarde bien les archives, il y a eu effectivement cette histoire du shérif de la Mecque. Bon, ça, c'est des choses qui sont connues, les rencontres éventuelles avec... Et toi, tu racontes le versant qui est aussi très, très... Enfin, qui est drôle dans le livre, mais je te laisse la raconter. Mais du côté arabe, c'est on va essayer ça, hein, selon la théorie, les ennemis de mes ennemis, etc. Mais par ailleurs, le mouvement de fond est plutôt un mouvement qui a assez vite compris que finalement, les sémites, c'est aussi les arabes. Donc cette théorie, elle convient pas. Hein. Ça, on jette. Ça marche pas. Hein. Voilà. C'est pas pour des raisons ni idéales. Il y a des gens qui étaient des vrais anti-nazis, etc. Mais dans l'ensemble, quand ça marche, on prend. Quand ça marche pas, là, ça marchait pas. Il n'y avait pas de raison pour que ça marche. Oui, Mathias. Et ce qui est fascinant dans ces histoires disons, l'histoire des idées, de la pensée arabe, ou je préfère dire dans le monde arabe, la pensée dans le monde arabe depuis les années, mettons ce qu'on appelle la Renaissance arabe, c'est-à-dire depuis les années 1840, 1850, c'est que ça donne lieu à énormément de courants ensuite. C'est-à-dire qu'on va se poser d'abord la question de ce que c'est que la nation. Ensuite, est-ce qu'il y a une nation arabe? Comment est-ce qu'elle peut exister en s'opposant évidemment à une autre nation qui est en train de naître à l'intérieur de l'Empire ottoman, qui sont les Turcs, la nation turque et le nationalisme turc. Et comment est-ce que on peut ensuite faire vivre des États-nations à l'intérieur même de cette nation arabe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un État syrien, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire un État libanais? Est-ce que c'est une nation? Comment est-ce qu'on peut construire un nationalisme autour de ces nouvelles frontières, voilà. Et parallèlement à cela, avec au départ les mêmes penseurs, on va avoir un autre courant qui va être celui du pan-islamisme et de, disons, la régénération du monde arabe à travers la pensée musulmane, l'islam et la naissance de ce qui va devenir par la suite l'islam politique et l'islam radical. Et tout ça, ça naît à peu près dans les mêmes courants, le même brassement d'idées. Et c'est fascinant d'observer comment est-ce que tout ça se sépare, comment est-ce que finalement tout ça a à voir aussi avec le pouvoir ottoman, avec la colonisation, comment est-ce que ça se construit avec des idées qui viennent d'Occident et aussi contre des dominations. Juste une chose, il faut aussi garder en tête le fait que parfois ça n'est pas séparé, ça n'est pas encore séparé. Voilà. C'est-à-dire qu'on le sépare artificiellement encore pour beaucoup. Séparer un nationalisme musulman et un nationalisme arabe, ça n'a pas de sens dans certains cas. Donc distinguer absolument, opposer absolument par exemple les nationalistes arabes et les islamistes, ça marche dans certains contextes particuliers. Ça a beaucoup marché dans les années 60-70 parce que précisément il y avait des lieux de bataille entre les deux. Dont la Jordanie, dont le Liban, dont la question palestinienne. Il y a beaucoup d'endroits où ça effectivement... mais il y a aussi beaucoup de lieux où tout ça va encore ensemble jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, on est dans un moment où est précisément... disons que dans une certaine mesure, les nationalistes arabes purs et durs, je vais dire, essayent de se tirer de ça. Mais en réalité, ils sont nés ensemble. Enfin, c'est ce que tu dis, mais du coup, c'est à la fois se souvenir qu'ils étaient ensemble, mais se souvenir qu'ils sont encore dans une certaine mesure ensemble. Nous sommes au début d'un basculement possible. Disons qu'on est à la fin, je dirais, d'une parenthèse. Je ne sais pas si on est au début d'un basculement, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu on a eu tendance pendant, disons, une 30-40 d'années à trop simplifier ou à retenir ou à essayer de comprendre la politique dans la région selon les termes qui étaient dictés justement par ces différentes orientations d'écoles politiques, voilà, qui plus ou moins se fixent dans les années 20 du XXe siècle. Or, on a sous-estimé ce qui, dans les forces sociales, dans les alliances face aux guerres, aux différents aléas qu'a connus la région, se construisait de ponts entre ces différentes orientations. Finalement, on est à la fin des idéologies comme partout. Mais c'est les idéologies du monde arabe. Alors que ça veut dire, ça ne veut pas dire juste la fin des idéologies, ça veut dire juste qu'on n'a plus les bonnes cases, on n'a plus les bonnes boîtes pour comprendre ce qui se passe en réalité. Et que pouvons-nous faire, nous ?
Précisément, déjà restituer la complexité de la généalogie de ces boîtes qu'on avait, ça permet aussi de se dire mais oui, mais au fait, il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'ils sont islamistes qu'ils ne sont pas nationalistes arabes. Ça a été vrai pendant tout un temps, mais en réalité, il n'y a pas d'opposition ni théorique, ni pratique, ni réelle dans les faits entre ces différents niveaux d'appartenance, d'affiliation, etc. Surtout dans les sociétés très jeunes où il y a eu des régimes autoritaires pendant assez longtemps et où la mémoire de ces luttes et de ce qui a fait les divisions entre ces différences s'est perdue en grande partie. Vienne, donc, carrefour de l'Orient, porte de l'Orient. On y voit un monde extraordinaire grâce à Franz et grâce à vous, même Balzac. Et Balzac, dans Peau de chagrin, donne un petit texte en arabe. Alors, c'est pas l'édition originale, si ? Non, parce qu'il y a eu 2 éditions. Il y a une édition où... Alors, il y a eu des dizaines d'éditions. Ouais, mais dans les 2 premières, enfin la première, le texte est en français, le deuxième, le texte est en arabe. Oui, ça c'est une histoire justement de ces petites rivières ou ruisseaux ou intrusions un peu du monde arabe en Europe. C'est une histoire assez drôle. Balzac donc publie La Peau de chagrin. Il sort jamais de chez lui, Balzac. Donc justement, il va à Vienne. Bon, oui, mais qu'est-ce qu'il vient faire à Vienne alors qu'il sort jamais de chez lui ? Ou très rarement. Eh bien, il court après une jeune femme, évidemment. Et son grand amour, Evelyne Hanska. Et il a comme prétexte en fait d'aller voir le champ de bataille à côté de Vienne, de la bataille d'Aspen. Il pense écrire sur cette bataille, ce qui fera pas en fait. Mais pour en revenir à l'histoire de La Peau de chagrin, dans La Peau de chagrin, il y a donc le parchemin qui est la peau de chagrin en elle-même. Il y a une inscription dessus. Et dans l'édition originale du texte, Balzac dit « Et il y avait un texte en sanskrit, 2 points », et il note directement le texte de ce talisman, qui est un peu, genre un peu talismanique comme ça. Et puis ensuite, il va à Vienne, et là, par l'intermédiaire justement de Evelyne Hanska, il rencontre un orientaliste viennois, très important, qui s'appelle Hammer Purgstall, von Hammer Purgstall, qui est aussi celui qui sera qui va fonder l'Académie des sciences d'Autriche, qui est un diplomate au départ, interprète, formé dans une tradition plutôt 18e siècle, mais bon, il a passé des années à Istanbul, il parle parfaitement l'ottoman, l'arabe, le persan et le grec. Et il rencontre Balzac et il lui offre en cadeau la traduction du texte de La Peau de chagrin en arabe. Et Balzac, comme il est sur le point de réimprimer, de rééditer le livre dans une autre édition, dit « Ah ben je vais mettre ce texte en arabe ». Et donc, dans la 2e édition, on a La Peau de chagrin en arabe. Sauf que Balzac, qui travaille très vite et qui est notoirement distrait, a oublié d'enlever la mention en sanskrit. Donc on a cette chose absolument extraordinaire où on voit... Et le texte disait en sanskrit, 2 points, la traduction arabe et le texte français. Voilà. Et ça, c'est une des jolies histoires que j'ai un peu reconstituées. Et les rapports entre Balzac et l'Orient sont assez peu nombreux, mais ils sont quand même assez intéressants. Non, il y a des choses comme ça qui passent. Quand même, Proust n'aurait pas existé sans les si, Proust aurait existé. Enfin, après, est-ce que la recherche du temps perdu aurait été la même ? Sans les 1001 nuits. Oui, Proust aurait existé, mais est-ce que la recherche du temps perdu aurait été la même ? C'est pas sûr. Proust a 2 modèles. Ça, je le tiens d'une chercheuse qui a fait des travaux assez extraordinaires sur les 1001 nuits, qui s'appelle Dominique Julien, qui enseigne au Canada, si mes souvenirs sont bons. Et Proust, et c'est vrai quand on relit le texte, c'est assez clair, a 2 modèles. D'un côté, les mémoires de Saint-Simon, et de l'autre, les 1001 nuits. Et les 1001 nuits pour Proust, c'est d'abord une relation à l'enfance, dans la traduction du XVIIIe siècle de Galland qu'il a lu quand il était enfant, pour parler du côté de la recherche à Combray. Et ensuite, la traduction beaucoup plus sulfureuse, très expressionniste de Mardrus, qui elle est du tout début du 19e. Et donc Proust, pour lui, les 1001 nuits, c'est un peu ces 2 choses. C'est à la fois le monde de l'enfance, des assiettes, des motifs orientalistes qu'il y avait sur les assiettes de sa mère à Combray, et
quelque chose de beaucoup plus rêve érotique par la suite du jeune adulte. Et au-delà de ça, la façon même dont les 1001 nuits sont construites et écrites est quelque chose qui correspond assez à la recherche du temps perdu. C'est-à-dire que quand il dit il faut écrire contre la mort, écrire une nuit, peut-être 100, peut-être 1000, c'est exactement le principe des 1001 nuits. Qu'est-ce qu'elle fait Scheherazade ? Elle raconte des histoires pour ne pas mourir. Parce que si elle ne passionne pas le sultan au cours de la nuit, elle est exécutée le lendemain matin. Donc c'est vraiment la parole qui l'a fait vivre de la même façon que Proust, voilà, la nuit à Paris, écrit La recherche du temps perdu, lui aussi comme espèce de lutte contre la mort, contre le temps en tout cas. Enfin, Franz dit sans l'Orient, pas de Proust. Hein. J'ai bien noté. Oui, bien mais sûr. bon. Mais là, on est entre nous, on peut nuancer un peu les choses. Alors, évidemment, il y a les voyages et les mariages connus. Pierre Loti en Turquie. J'en parle pas de Loti d'ailleurs. Il y a Rimbaud, évidemment, en Abyssinie. Et alors, surtout, un personnage étonnant qui sombre dans la folie. Est-il allé trop loin ? C'est Germain Nouveau. Ah oui, Germain Nouveau, voilà. Moi, je trouve c'est un personnage fascinant. Il est fascinant justement parce que c'est un peu un double de Rimbaud dans bien des aspects. Alors Germain Nouveau, il est du sud de la France, il est exactement à peu près contemporain de Rimbaud, il a 2 ans de plus à peu près. Et il accompagne même, donc il vient à Paris pour devenir poète, comme on faisait à l'époque. On arrivait à Paris avec ses poèmes, on allait dans des cafés, on essayait de rencontrer des jeunes gens qui vous ressemblent. Et donc il rencontre Rimbaud et Verlaine à Paris. Et il accompagne Rimbaud à Londres. Quand Rimbaud fuit à Londres, Germain Nouveau l'accompagne. À tel point qu'on pense que peut-être Germain Nouveau, il y a des chercheurs qui soutiennent cette thèse, serait l'auteur d'une partie des Illuminations. Et ensuite, tout ce petit monde se fâche un peu. Et d'autres disent c'est pas nouveau. Oui, bien sûr. Non, c'était une plaisanterie. C'est un jeu de mots. Et vous m'avez fait perdre le fil, du coup, vous voyez ? Oui. Non, donc Rimbaud va à Londres. Rimbaud va à Londres, oui, il revient. Ensuite, tout ce petit monde se fâche. Et Germain Nouveau a un espèce de long itinéraire, comme ça, de plus en plus mystique, catholique. D'abord, il essaye de partir en Orient. À Beyrouth, d'abord, comme professeur de français, ça se passe très mal. Apparemment, on ignore pour quelle raison, mais il est renvoyé de l'école dans laquelle il enseigne. Du coup, il va à Alger. Il il pense peut-être s'établir comme encadreur ou illustrateur, peut-être au Yémen, peut-être en Abyssinie. Et du coup, il écrit à Rimbaud, qu'il appelle Rimbald le marin, c'est assez marrant. Dont il sait qu'il est quelque part en Abyssinie, donc il lui écrit à Aden, et en lui disant « Écoute, j'ai envie de m'établir quelque part en Orient, est-ce que tu as des conseils à me donner ?» Sauf qu'au moment où cette lettre parvient à Aden, et Rimbaud est mort depuis 2 ans, et Nouveau ne le sait pas. Et puis il rentre en France, il a des crises mystiques, il est interné à plusieurs reprises, on ne sait pas si c'est... l'abus d'absinthe qui commence à le rendre fou. Ou d'opium. En tout cas, ou de psychotropes divers. En tout cas, là, il se convertit réellement au catholicisme. Il a le même saint patron que Verlaine. Et il s'enferme petit à petit, comme ça, dans une ascèse de plus en plus grande. Il finit par retourner dans le sud de la France. Et il meurt d'inanition aux alentours de Pâques après un jeûne trop prolongé. Et en plus, il a cherché toute sa vie à ce que ses poèmes soient oubliés et ne soient pas jamais réédités. Et en fait, on doit les textes qu'on possède de Germain Nouveau à un certain comte de l'Armandie qu'il avait fréquenté et qui a appris par cœur les textes sur les manuscrits que Nouveau lui montrait.
Et donc, ça a un côté un peu médiéval quand même, cette histoire d'homme qui apprend par cœur les textes pour pouvoir les sauver et les retranscrire par la suite. Et voilà, c'est une œuvre complètement fascinante, justement, de rêve et de perte de soi, enfin, de dissolution du soi dans la mystique et l'échec du rêve oriental. Dans le rêve oriental, alors il y en a beaucoup. Hein. Il y a Lamartine, enfin, il y a tellement d'écrivains, de compositeurs. Franz Liszt qui joue à Istanbul. Ouais. Alors là, on est sur la frontière, justement. Qui trimballe son piano. Ça, c'est une histoire très européenne. Ça, c'est héroïque. Oui, mais les voyages de Liszt, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, il était toujours précédé ou suivi par le piano Erard en acajou de 4 octaves qui le suivait un peu partout, ce qui était une prouesse technique à l'époque. Il fallait envoyer un piano à Istanbul, quoi. Et on savait que Liszt arrivait parce que le piano arrivait. Alors le piano arrivait, donc on sait que Liszt va venir. Voilà. Et on a les articles de journaux de l'époque, et notamment ceux d'Istanbul, donc de la partie européenne d'Istanbul en français, qui disent Liszt va venir car le piano est là. Une autre histoire que je ne raconte pas dans le livre, qui est assez amusante, c'est que du coup il y avait des gens qui se faisaient passer pour Liszt. Et oui, puisque les images ne circulant pas beaucoup et ainsi de suite. Et donc il y avait un monsieur dont on sait alors on sait peu de choses, mais on sait qu'il avait un nom de famille en réalité assez proche de Liszt, et qu'il entretenait le doute sur le fait qu'il était Franz Liszt. C'était pour piquer le piano. Il arrivait en disant voilà, je viens à Istanbul faire des concerts. Et évidemment, ça marchait, jusqu'à ce qu'on voit arriver quelques temps plus tard le vrai, où là, qu'à l'oreille, on entendait toute la différence. Liszt, quand je dis que c'est vraiment une histoire européenne, c'est que c'est presque Liszt qui fabrique les frontières de l'Europe. C'est-à-dire que quand il va à Istanbul, justement, c'est la limite. Voilà. Il est à la fois, comme était Istanbul à l'époque, en Europe et en Orient. La musique qu'il joue, évidemment, vient de l'Ouest, et il joue devant le sultan, qui est un grand mélomane, et donc dont les terres vont jusqu'en Iran et en Égypte au sud, mais qui est aussi un grand mélomane de musique européenne. Et donc Istanbul, c'est vraiment, pas uniquement pour la géographie, mais aussi sur ce plan culturel, un lieu de passage et de basculement. C'est aussi une frontière. Donc Liszt marque aussi un peu cette frontière. On sait très peu de choses de son voyage à Istanbul. On a dans sa correspondance quelques traces. Après, il y a des sources qui sont très réduites, qui annoncent les concerts dans les journaux, quelques témoins. Et puis on sait qu'il y avait des maîtres de musique, dont le frère de Donizetti qui était à Istanbul, qui travaillait auprès du sultan. Le sultan, très mélomane, était un fanatique d'opéra italien, notamment de Mozart. Et il essayait d'avoir dans son harem un orchestre de chambre avec des chanteurs et des chœurs pour reproduire les opéras de Mozart. Il n'y avait pas de disque à l'époque, donc lui, il avait envie de les entendre. Et apparemment, c'était une véritable catastrophe sonore. Pourquoi ? Parce que l'harmonie, c'est-à-dire les voix différentes, n'existent pas dans la musique traditionnelle turque ou arabe. C'est toujours à l'unisson. Et donc, forcément, pour eux, faire les quatuors ou les quintettes, les octuors des numéros des opéras de Mozart, c'était quelque chose d'absolument inouï, de la même façon que pour les compositeurs de l'époque, les quarts de ton de la musique orientale sonnaient d'une façon complètement dissonante. Donc, évidemment, pour les chanteurs turcs, c'était un vrai défi que d'essayer de reproduire ces mélodies chantées à la quinte, et ainsi de suite. Donc, voilà, les passages ne se font pas immédiatement. Il y a toujours des moments comme ça d'adaptation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a eu une expérience récente de Mozart, l'Égyptien. On peut être assez critique parce que
On essaie d'arabaiser. Non, mais ce qu'il faut, c'est d'imaginer de donner des arabesques à Mozart en changeant un tout petit peu la rythmique et en apportant. Moi, ça me choque pas. Moi, non. Non, ça me choque pas. Ce qui est assez fou, c'est finalement le succès de Mozart. Déjà, dans les années 1850, il était extraordinairement célèbre, même à Istanbul. Donc c'est assez fascinant. Donc ça ne m'étonne pas du tout que. C'est pas si loin en même temps. Comment ? C'est pas si loin en même temps. Non, c'est pas loin, Ouais. mais finalement, pour la tradition musicale, si, c'est loin. Oui. Euh, Et que sa renommée soit allée jusqu'à Istanbul, Ouais. ça n'est pas très très étonnant. En publiant Boussole, vous avez pensé, Mathias, aux lecteurs en disant qu'est-ce qu'ils vont retenir de cet Orient réel, mais en même temps fantasmé, où l'imaginaire est prolifique, productif, et qu'aujourd'hui, il y a une autre réalité qui parfois relève de phobie et fabrique des phobies à l'égard d'un islamisme radical où, dit-on, les amalgames se font assez rapidement. On n'est plus dans le fantasme, on est à l'opposé dans les phobies. J'ai horreur de ce mot, ça me rappelle le dentiste. Amalgame, ouais, moi aussi. Et non, l'islamisme, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Non mais juste, il y a un tiers parti dans ce livre et dans la discussion qui manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'orientalisme et aujourd'hui, il y a tout le reste au milieu qui est très présent dans le livre. Je pense que c'est important, y compris pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, de savoir que Mathias parle de lui, il parle de nous, il parle de tous ceux qui entretiennent, et de nos camarades et de nos collègues en Syrie et ailleurs. Et donc il y a toute une communauté, et c'est pas peu de gens. C'est-à-dire il y a à la fois un micro-monde qu'il décrit, mais il y a aussi quelque chose qui va au-delà de simplement d'un côté les orientalistes savants et les musiciens, etc., et de l'autre la Syrie aujourd'hui détruite. Il y a tout ce qu'il crée comme, tout ce qu'il faudrait recréer comme lien et comme compréhension et comme circulation. Toutes ces quêtes, il y a de très belles histoires de quêtes un peu désespérées, mais il y a aussi belles histoires de gens qui entretiennent des liens réels avec cette région par la science, par l'amour, par les amitiés, etc. Donc je pense que si on n'a pas cette part médiane, qui est quand même très centrale. Qui est très fragmentée aujourd'hui par les circonstances que l'on connaît. Comment recoller les morceaux Justement, ce que je voulais dire par c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est que je pense pas que fort heureusement, il ne s'agit pas juste d'une histoire de vase qu'on casse et qui reste brisé. Non. Ça, c'est justement ce que montre le livre, c'est que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a toujours justement des points de contact, de passage, dans un sens, dans l'autre, des gens justement qui, par passion, par amitié, par amour, travaillent d'un côté ou de l'autre, échangent, se connaissent. Et oui, bien sûr, finalement, l'islamisme existe, c'est une plaie qu'il faut sans doute combattre durement, mais en même temps, c'est juste un morceau de ce qu'on voit. Et la réalité, elle est bien plus diverse que cela. Mais donc j'en reviens au souhait, parce qu'il est dense, il est fourni en référence, ce boussole. Il y a des lecteurs qui, en face, doivent être peut-être rassurés avec une réalité qui leur échappe, parce que par ignorance. Alors, on m'a fait remarquer que c'était en fait le titre d'une chanson de Johnny Hallyday, mais Quoi, Boussole ? Non. Ah bon. Ce que je vais dire là, mais c'est un livre. Toi, c'était quoi ? Ouais, il va sortir son album. Là, Envie d'avoir envie. Ce qui est une tautologie un peu, mais c'est un peu ça. C'est moi ce qui m'intéresse dans le rapport. Alors là, pour le coup, que le livre souhaiterait avoir avec les lecteurs, c'est de dire oui, voilà, il y a tout cela, il y a énormément de choses, et puis si on a envie d'aller écouter Félicien David sur YouTube
on le fait ou on le fait pas. Si on a envie d'aller d'en savoir plus sur telle ou telle aventurière du 19e ou du 20e siècle, on le fait ou on le fait pas. Et puis si on a envie juste de lire une histoire d'amour, on lit livre sans se préoccuper de tout cela, et ça fonctionne aussi. Et c'était, voilà, mon projet était assez modeste finalement, c'était de dire, si j'arrive à donner envie au lecteur d'en savoir plus, ou de profiter justement de tous ces liens, et d'ouvrir son regard un peu sur toutes ces histoires, tant mieux. Et sinon, il reste quand même un roman d'amour. Voilà. C'est Johnny. C'est Johnny qui passe. 50e album, il va bientôt sortir. Vous le faites pas mal. Mais parce que je considère que c'est le dernier poète moderne, justement. J'ai bien fait de le citer, alors je suis vraiment content de vous avoir fait plaisir. Je dis ça un peu par provoque, mais pas tout à fait, pas complètement. Et alors, boussole en arabe, c'est possible ? Oui, ça se dit boussole. Non, mais la traduction. Ah oui, alors la traduction peut-être. Alors, l'économie de l'édition dans le monde arabe fait que c'est un livre gros et donc ça coûte cher à traduire. Donc il faut trouver un montage économique qui n'est pas facile. Mais j'ai déjà des livres qui ont la chance d'être traduits en arabe. Donc je serais heureux que ce livre le soit. Après, ça n'empêche pas qu'il soit lu, puisque les Arabes lisent beaucoup, enfin les pays arabes lisent beaucoup en langue étrangère. Et donc il y a déjà eu de la presse en arabe sur le livre dans quelques quotidiens arabes. Et c'est très intéressant de voir justement la vision de l'autre côté, depuis une lecture de l'Est de la Méditerranée. Et là où les journalistes insistent et trouvent le livre très intéressant, c'est justement sur cette idée d'un orientalisme oriental, que finalement, avec le temps et cette grande construction imaginale qu'est l'orientalisme, vaut aussi de l'autre côté, comme un lieu imaginaire et un ensemble de fiction dans laquelle l'Orient lui-même rajoute ses apports. Alors, je vous annonce donc une bonne nouvelle. Johnny Hallyday a beaucoup aimé Mathias Sénard, Boussole. Ça a paru chez Actes Sud. Il a moins compris, parce que c'est Laetitia qui l'a lu, Leila Dakli, l'histoire du Proche-Orient contemporain, et c'est à la découverte. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.